Et, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous connaissez les 3 étages de raison pour faire la souveraineté du Québec qui s'additionnent. Mais j'aimerais vous les exposer si vous ne les avez pas en tête fraîchement à l'esprit. Il y a d'abord le ciment du projet, qu'on pourrait qualifier de rez-de-chaussée dans la maison des raisons de faire la souveraineté. Ce sont toutes les raisons liées à la culture, à la langue, à notre identité comme seul peuple de parlant français en Amérique du Nord. Ce sont les raisons qui ont fait que les premières personnes au Québec qui ont adhéré à cette cause de l'indépendance du Québec l'ont fait en pensant à leur avenir, mais en pensant à l'avenir des générations futures. Il y a ensuite le premier étage des raisons de faire la souveraineté, c'est-à-dire toute la liberté d'action politique et économique que d'avoir tous nos pouvoirs nous conférerait au Québec. Pas de compétences partagées, pas de champ d'action divergent, une liberté d'action politique et économique. Et il y a finalement le deuxième étage des raisons qui se sont additionnées. On a agrandi la maison avec tout cet espace international qui prend de plus en plus de place et où le Québec doit pouvoir faire valoir sa voix, pas simplement chuchoter à l'oreille du Parlement fédéral quand, mon Dieu, par grandeur d'âme, il accepte que le Québec lui chuchote à l'oreille comme à l'UNESCO, mais qu'il puisse parler de sa propre voix. Alors, on voit bien l'ensemble de ces raisons, de ces étages de raisons, toujours plus actuelles, toujours plus pertinentes de faire l'indépendance du Québec. Et je dois vous dire, Monsieur le Président, que lorsque j'ai été ministre déléguée aux services sociaux et à la protection de la jeunesse, je me suis rendu compte que la liberté d'action, elle n'est pas simplement limitée dans les champs de compétences qui nous échappent ou qui sont partagés, mais elle l'est grandement aussi dans les champs de compétences qui sont supposés nous appartenir en propre. Alors, simplement, pour faire un petit rappel, en matière de santé et de services sociaux, une compétence, tout le monde va en convenir, qui appartient en propre au Québec, qui a une petite liste rapide d'interventions du fédéral. Fonds pour réduire les temps d'attente, fonds pour les équipements médicaux, entente sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, fonds pour l'adaptation des soins de santé primaire, programme de placement et de surveillance dans le cadre d'un programme intensif de réadaptation, initiative de postes de résidence en médecine familiale, projet pilote lié aux garanties sur les délais d'attente pour les patients, stratégie de partenariat de lutte contre l'itinérance, programme Nouveaux Horizons pour les aînés, programme de soutien du traitement de la toxicomanie, loi sur la procréation assistée. Vous imaginez, en ce moment, au fédéral, il y a plus de 9000 fonctionnaires fédéraux à Santé Canada. Il y a au Québec 26 fonctionnaires dans notre ministère de la Santé qui ne font que gérer ces dédoublements. Parce que c'est quoi le prix du fédéralisme canadien? C'est un dédoublement de bureaucratie, c'est une inefficacité, c'est une difficulté de prévisibilité, c'est aussi des enjeux éthiques parce que le gouvernement, avec son prétendu pouvoir fédéral de dépenser, vient intervenir, met en place des projets pilotes, souvent auprès de populations vulnérables, et après 2, 3 ans, il se retire. Bon, bien, Québec, arrangez-vous avec ça, puis les personnes qui pourraient en pâtir, eh bien, tant pis. C'est ça, le fédéralisme. Et ça, évidemment, c'est sans compter le non-respect de nos priorités, de nos valeurs, de ce qui, pour nous, est important en matière sociale, en matière de santé et de services sociaux. Alors, j'aimerais savoir comment le ministre des Affaires intergouvernementales, qui est confronté à chaque jour à une telle inefficacité, à de telles difficultés, peut tolérer une telle situation. Comment ne peut-il pas voir les avantages de l'indépendance? Merci, Madame la députée.